Merci. On va passer aux questions des parlementaires, si vous voulez bien. Monsieur Dusigny. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs. Monsieur Dréchard, vous avez dit tout à l'heure que c'était pour vous une question d'émancipation laïque. On sent qu'il y a derrière une volonté de combat religieux. Et pourtant, à ce qu'on peut constater aujourd'hui, les personnes les plus inquiètes à l'application de cette loi, ce ne sont pas forcément les religieux, mais plus les médecins et les soignants. Donc au niveau de la clause de conscience, quel est votre point de vue dans le cas où un médecin ou un soignant refuse d'appliquer la dose létale, refuse de donner la mort? Et quelle personne verriez-vous dans ce cas pour faire appliquer cette euthanasie? Je vous remercie. Monsieur Benz. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame Martine Bessas, parce que j'ai apprécié votre propos sur un volet en particulier, évidemment le volet sur la nécessité de restaurer une sémantique de vérité dans ce texte. Je partage avec vous cela totalement et je pense que c'est très important. Ça a été rappelé depuis maintenant 4 jours, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur général, par les soignants, les cultes, les associations, à peu près toutes les organisations qui disent aux promoteurs de cette loi que vous soyez pour ou que vous soyez contre, quelle que soit votre conscience personnelle, votre conviction personnelle, il est absolument nécessaire que nous ayons un débat en vérité et donc un débat sémantique précis qui dise les termes, qui dise que l'aide à mourir, effectivement, c'est l'euthanasie et le suicide assisté, pour que les choses soient nettes. J'aurais aimé, Madame, que vous puissiez développer encore cet argumentaire et nous expliquer pourquoi est-ce que c'est absolument indispensable pour vous comme pour nous. Merci beaucoup. Madame Boucher. Merci Madame la Présidente. Tout d'abord, merci pour vos interventions et éclairages complets dans lesquels je me retrouve en grande partie. Ma première question s'adresse particulièrement à Madame Bessas. Vous avez abordé la possibilité d'un comité éthique. Je vous rejoins sur la perspective, mais j'aimerais que vous prolongiez ses contours et ses attributions, ainsi que la place qu'elle occuperait dans la décision finale. Aussi, sur l'échelle, vous abordiez un comité local. Pourquoi cette échelle ? Il ne faudrait pas qu'il y ait une disparité territoriale selon les dispositions morales des personnes qui composent les comités locaux. A priori, ma préférence irait à un comité national. Qu'en pensez-vous ? Et seconde question, dans le prolongement de la première, il y a l'application de la loi de façon éclairée. Le comité d'éthique peut répondre à la multitude des situations. Néanmoins, il y a aussi le contrôle de la loi qui, elle, doit se faire sur des bases éclairées. Un observatoire en charge de la production d'un rapport annuel serait une option envisageable. Est-ce un sujet qui a été abordé dans le cadre de vos travaux et réflexions ? Madame Simonet, pour 30 secondes. Écoutez, d'abord, je vous remercie, Madame la Présidente. Je vous remercie toutes et tous. Oui, je pense vraiment que c'est une grande loi de laïcité parce qu'en fait, c'est l'absence de la reconnaissance du droit d'exercer cette ultime liberté qui est une insulte à la laïcité, puisque finalement, cette absence de reconnaissance n'est là que pour des raisons religieuses. Et donc, je pense que c'est important de pouvoir enfin franchir ce cap historique. Certains d'entre vous, excusez-moi, je ne vois pas bien de loin les noms et je n'ai plus voilà, sous mes yeux vos noms, donc veuillez m'en excuser. On dit que s'il n'y a pas de verrou, il n'y a pas de loi. Encore faut-il qu'il y ait les bons verrous aux lois. Est-ce que vous ne considérez pas que limiter l'exercice de cette ultime liberté au pronostic vital engagé court et moyen terme, sans prendre en compte des situations de maladies incurables, finalement peut être un mauvais verrou? Et je suis très attentive, moi, à la réflexion sur la question des mineurs et la réflexion sur la question des aidants. Je n'ai pas de questions plus précises, puisque vous êtes plusieurs à être intervenus dessus, mais voilà, sur la question des mineurs, on a la majorité sexuelle à 15 ans, on a en même temps la question de l'autorité parentale. Je pense on aurait besoin d'autres auditions pour creuser cette question. Et sur la question des aidants, on a eu des interventions très intéressantes de la part des associations des aidants qui prennent en compte vraiment toutes les situations dans lesquelles on peut mettre en difficulté les aidants et qui justifiaient que ce soit plutôt un soignant. Je m'arrête. Monsieur Pilato.
Merci Madame la Présidente, merci à toutes et tous pour vos présentations. Il y a une expression qui depuis hier me taquine un petit peu, c'est pas de verrou, pas de loi, j'invite à la prudence parce que la loi de 1905 justement c'est avant tout un cadre juridique qui garantit la liberté de conscience. Et dans ce cadre-là, qui est la liberté de conscience, je ne vais pas poser la question au Grand Orient de France parce qu'ils ont été clairs, ils estiment que c'est une loi de laïcité. Donc, est-ce que la possibilité de maîtriser son corps jusqu'à l'ultime seconde, est-ce que c'est pas, après tout, comme le dit votre confrère, une liberté de conscience, et cette loi ne s'inscrit-elle pas dans le processus de se libérer des dogmes? C'est une question qui est posée donc aux 3 autres loges. Monsieur Hetzel. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, tout d'abord, une petite remarque. Je note l'absence, qu'on évoquait, la taille des obédiences. La troisième obédience, apparemment, avec 33 000 membres, et la Grande Loge nationale française. Et donc, je m'interrogeais de leur absence. D'autant plus qu'ils ont un point de vue, semble-t-il, assez différent par rapport à ce qui a pu être exposé. Ceci étant, les points que je souhaitais aborder et qui concernent l'ensemble des obédiences présentes, vous défendez tous un élément fort de notre devise nationale, la fraternité. Considérez-vous qu'en fraternité, donner la mort puisse être un soin? Alors, madame, vous y aviez répondu, mais qu'en est-il pour les 3 autres obédiences? Et puis ensuite, ce projet de loi va légaliser à la fois le suicide assisté et l'euthanasie. Que proposez-vous pour éviter, d'une part, les abus de faiblesse et d'autre part, pour garantir les droits des personnes qui sont les plus vulnérables et qu'il faut généralement protéger pour éviter que, elles ne se retrouvent en difficulté quelque part contre leur volonté, justement. Je vous remercie. Merci, Monsieur Vigier. Merci, Madame la Présidente. Merci aux représentants des 4 obédiences qui sont là, de leur éclairage pour cette loi dont le caractère laïque, humaniste et républicain a été souligné. Sur la notion de collégialité, c'était évoqué par certains d'entre vous. Quelle serait la bonne rédaction pour qu'elle soit la plus représentative? Sur la notion de délai de 48 heures minimum qui est donné à la personne concernée, ça figure ainsi dans la loi. Est-ce que pour vous, c'est un délai trop court? Est-ce que c'est un délai à changer? Quelles sont les limites à poser? Sur la notion de soins d'accompagnement et des maisons d'accompagnement, c'est une loi sociétale et la donnée naturellement avec une application humaniste dedans. Quel est votre rôle et comment le voyez-vous? Et enfin, c'est pour vous, Monsieur Zeni, vous avez parlé tout à l'heure du fameux article 122 sur la dépénalisation. Mais alors, par homothétie, j'imagine que pour le médecin réanimateur, qui à un moment doit débrancher parce qu'il y a une mort cérébrale, on sait qu'il n'y a aucun espoir, est-ce qu'il faut qu'il rentre dans ce cadre que vous évoquez? Parce que sinon, je ne comprendrais pas pourquoi on dépénaliserait pour certains et pas pour d'autres. Madame Rousseau. Merci Madame la Présidente, merci pour vos présentations. Pour moi, il y a 2 questions à l'issue de vos présentations. La première, c'est la question des pathologies psychiatriques. Vous en avez parlé, Madame Bessas, puisque en effet, aujourd'hui, dans la loi, elles sont exclues de ce droit. Et en effet, toutes les pathologies psychiatriques ne disent pas, n'impliquent pas un manque de discernement. Toutefois, ça nécessite quand même qu'il y ait une vigilance particulière, puisqu'il y a cette pathologie sous-jacente. Et l'autre borne, c'est la question des mineurs, où en effet, que la situation puisse être extrêmement critique pour les mineurs, il n'y a pas de doute là-dessus, que ce soit des cas très isolés, il n'y a pas de doute là-dessus non plus. Mais est-ce qu'il faut aller vers une ouverture du droit aux mineurs ou est-ce qu'il faut aller vers une procédure d'exception qui nous permettrait d'englober les 2 cas, c'est-à-dire des personnes qui ont des pathologies psychiatriques et des mineurs qui pourraient passer dans une procédure d'exception et dont le discernement serait évalué en tant que tel, hors les cas qui sont prévus actuellement? Ça, c'est ma première série de questions. Ma deuxième question porte sur la clause de revoyure que vous avez évoquée, Monsieur Hanoun, puisqu'en fait, une des craintes qui nous est renvoyée depuis le début de ces auditions de manière massive par les opposants à cette loi sont le fait que les verrous ne tiennent pas, et vous l'avez vous-même évoqué. Et en fait, cette clause de revoyure, j'entends que vous la dites comme ça permettrait de corriger des effets pervers de la loi qu'on n'aurait pas imaginé au début ou de
ou de mieux encadrer cette loi, mais elle pourrait aussi être une source d'inquiétude pour les opposants à la loi supplémentaire, qui serait que justement cette clause de revoyure permettrait d'en élargir le cadre. Donc en fait, moi je voudrais juste vous alerter sur le caractère potentiellement ambigu de cette clause de revoyure et qu'on préfère peut-être le processus d'évaluation par la loi qui est aussi, par les parlementaires, qui est aussi une mission du Parlement. Merci. 5 minutes à chaque obédience pour répondre aux questions qui ont été posées et qui vous ont été posées afin de terminer à l'heure pour que les rapporteurs puissent après traverser la rue, aller au palais pour aller dans les salles pour faire leurs auditions rapporteurs. Alors, on va commencer par vous, mesdames, la Grande Loge. Alors, monsieur le député, vous avez parlé de liberté de conscience. Effectivement, il faut que ça soit une loi de liberté de conscience. Les clauses de conscience sont importantes, mais à condition que ce qui est marqué dans le suite de la loi soit aussi appliqué. Si un médecin ne veut pas, et c'est tout à fait légitime, il faut aussi qu'il puisse orienter le malade vers un autre praticien. Et on voit que cette clause de conscience, de temps en temps, n'est pas appliquée dans ce sens. Je commençais par répondre à se libérer des dogmes et quelles sont les limites à l'intolérable. Il y a des verrous, mais personnellement, je trouve qu'il y a aussi des verrous dans cette loi qui sont pas vraiment dits, mais qui existent, puisque on donne d'un côté cette autorisation d'aide à mourir, mais qu'on dit il faut un discernement, il faut l'évaluation du caractère intolérable des souffrances physiques ou psychologiques. Et qui va interpréter, qui va décider que cette souffrance est intolérable? Pour moi, c'est un verrou qu'on est en train de mettre. Et c'est un verrou qui empêchera la loi de fonctionner. Parce que qui va décider que cette souffrance, physique ou psychique, est intolérable? Si en plus, on imagine que le patient devient inconscient, il n'a plus aucun moyen de décider. Donc, je crois qu'à ce niveau-là, on nous demande d'évaluer, de faire évaluer aux gens de 1 à 10, mais de 1 à 10 par qui? Pourquoi? Dans quel cadre? Et si la personne, pour elle, c'est vraiment intolérable, en quoi, moi, je vais pouvoir dire « mais non, mais moi, j'aurais supporté ça ». On voit bien que la douleur n'est pas la même pour tout le monde, tout le temps. Donc, cette notion de définition du caractère, l'évaluation du caractère intolérable qui va être décidée par les soignants, me semble à redéfinir. Car pour moi, c'est un verrou, mais c'est un verrou négatif qui empêchera la loi de fonctionner effectivement. La personne est responsable de ce qu'elle peut ressentir. Et si elle n'est plus dans le discernement, j'en reviens aux directives anticipées. Donc, les verrous, oui, mais attention à comment on les utilise. Je vais prendre le deuxième cas sur justement les personnes exclues, dont je n'ai pas parlé tout à l'heure. Il y a les mineurs, certes. Il y a les maladies dégénératives, progressives. Et puis, il y a aussi les polypathologies et la vieillesse. Et si vous regardez la façon dont aujourd'hui Véronique Fournier nous parle de la vieillesse, c'est qu'elle c'est une aimante. Elle essaye de faire en sorte que les personnes âgées puissent bien vivre. Mais il y a combien de personnes âgées qui sont désespérées et qui, si on regarde le taux de suicide, il est le plus élevé chez les personnes âgées. Donc là, c'est une question qui n'est pas du tout soulevée, mais la dégradation qui n'est pas liée à une pathologie réelle, cette dégradation qui fait qu'on ne se supporte plus et qu'on ne supporte plus, c'est une souffrance intolérable, telle qu'elle est dite, souffrance intolérable psychique. Donc, si on applique la loi telle qu'elle est, souffrance intolérable psychique, eh bien, les personnes âgées qui ne se supportent plus et qui vont aller se suicider devraient être prises en compte dans cette loi. Or, elles sont typiquement exclues. Donc, il y a des flous, sous une approche qui est une approche d'ouverture réelle, mais ces flous, il faut effectivement, alors j'ai envie de dire, non pas mettre des verrous, mais des verrous pour définir l'ouverture de la loi.
Parce que là, telle qu'elle est écrite, eh bien, on ne sait pas trop jusqu'où elle va et comment elle va être prise en compte. C'était pour répondre au verrou. Le droit donc des personnes, les mineurs, j'ai répondu. Le discernement, il y avait une autre question sur, je ne sais plus, oui, prévoir, pour l'application de la loi, vous avez parlé de création de commissions. Et nous, on s'était posé la question, une fois que la loi sera écrite, qu'elle puisse être validée et vue avec une commission de juristes qui va pouvoir essayer de pointer comment elle va être appliquée au quotidien et comment, effectivement, la façon dont elle va être rédigée ne permettra de l'ouvrir ou de la fermer dans les sens que la loi voudra décider. Donc, on pensait des membres d'une création d'une commission nationale pour vérifier la conformité des décrets d'application et que sur les décrets d'application pourrait être utile sur les décrets d'application à être. Bon, on s'avance peut-être à voir, mais voilà. Merci. Je crois que vous avez passé vos 5 minutes. Monsieur Hanoun. Voilà, ça y est. Oui, rapidement, Madame Rousseau, vous avez évoqué par rapport à la clause de revoyure sur laquelle j'avais insisté, il n'y avait pas d'esprit négatif dans l'esprit qui était celui que j'évoquais, puisqu'il y avait aussi le fait que il y a des pathologies qui aujourd'hui sont considérées comme incurables, il y a des éléments de recherche qui avancent, et donc ce qu'on appelle aujourd'hui incurable, la définition qu'on peut en donner, les limites qu'on peut fixer, peuvent être revues au bout d'un certain temps, et c'était ça, surtout dans notre esprit, ce que voulait dire la notion de clause de revoyure, et ce n'était pas simplement pour dire vous allez tuer tous les vieux parce que, etc., etc. Ce nonobstant, il ne s'agit pas qu'une loi sur la fin de vie devienne une loi sociale. Et donc, il y a les problèmes des personnes âgées en difficulté sociale et qui ont un certain nombre de préoccupations. Je ne crois pas et nous ne pensons pas que ce soit une loi sur la fin de vie et qui doive être la manière d'aborder ou de traiter ce type de choses. Et c'est bien un des verrous non dits auquel il faut être attentif, parce que ça, c'est bien précisément un point central. Donc la clause de revoyure, mais on avait aussi évoqué qu'il puisse y avoir un bilan qui soit fait. Alors ça peut être cet observatoire, ça peut être autre chose, mais qu'il y ait un bilan qui soit fait sur aussi les évolutions, comment j'allais dire, scientifiques, que ça ne freine pas la recherche par rapport à l'évolution d'un certain nombre de pathologies à tous égards. C'était ça l'esprit. Sur la notion de clause de conscience ou de conscience, quand on faisait le service militaire dans ma génération, il y avait des objecteurs de conscience. Et on les occupait à faire autre chose que de porter des armes parce qu'ils ne voulaient pas en porter. Donc j'attire votre attention sur le fait que la clause de conscience peut avoir du sens tout en étant inscrite dans la République et dans tout ce que ça peut représenter. Et il est légitime que les soignants puissent évoquer cette clause de conscience sans pour autant être vilipendés ou montrés du doigt parce qu'ils ne seraient pas dans le champ ou dans l'arc républicain ici ou là. Non pas que je les défende, mais l'expérience de l'accoucheur que j'ai été pendant ma vie montre aussi que la clause de conscience que certains ont manifestée a pu avoir aussi du sens ou de l'intérêt parce que les choses aussi ont évolué. Et donc sur ce plan-là, je pense que le fait de l'indiquer et d'en fixer la possibilité pour les différents soignants, et j'ai pas seulement dit les médecins, me paraît important. La collégialité dont le docteur Vigier a parlé tout à l'heure sur à quoi elle se résume ou à quoi elle peut se résumer. Alors, soit c'est le système utilisé pour les
les cancers et la cancérologie, le plan Chirac, je ne sais plus quel numéro, et qui prévoyait qu'il y avait une commission pluridisciplinaire et qui puisse examiner un certain nombre de choses. C'était une des hypothèses que nous avions évoquées et à laquelle nous avons proposé de réfléchir. L'autre hypothèse, c'est de considérer qu'il puisse y avoir 3 médecins, par exemple, mobilisés pour qu'il n'y ait pas un avis unique qui soit posé et de dépénaliser celui qui fera l'acte ou le geste, ce n'est pas forcément un médecin, mais le soignant qui sera dans ce domaine. Et la collégialité supposait peut-être d'être l'équivalent de ces commissions pluridisciplinaires qui sont celles utilisées par les lois par rapport au cancer. Se libérer des dogmes, c'est déjà respecter des points de vue différents, ce que je crois être le cas dans ce qui est exprimé ici ou dans la diversité des éléments. Et pas, il y aurait les bons qui seraient favorables à tel ou tel aspect des choses, et puis les autres qui ne seraient pas bons parce qu'ils n'y seraient pas favorables. La notion de progrès, la notion d'évolution et la notion intime de ce que représente la vie pour les uns et les autres, que l'on soit croyant en Dieu, en grand architecte ou à quoi que ce soit, est différente pour chacun d'entre nous. Donc voilà. Donc la notion de se libérer des dogmes, c'est aussi de ne pas juger a priori l'autre comme étant, parce qu'il a un point de vue différent, comme pas favorable à ce que serait la bonne conscience, le bien ou la vertu du bien. Merci. Pour le droit humain. Oui, alors, je vais prendre une partie des questions, en tout cas une partie des interrogations, et je vais revenir sur un point. Donc, sur le fait de débrancher, d'abord, là, il y a quand même une procédure, on ne débranche pas comme ça. Hein, donc, effectivement, bon, c'est quand même très, très encadré. Maintenant, effectivement, on peut envisager la dépénalisation. Là aussi, dans un cadre très restreint, puisqu'il s'agit d'une procédure encadrée. La deuxième chose, Daniel Simonet faisait appel au bon verrou aux lois. Je crois qu'effectivement, il s'agit plutôt de mettre les bons verrous plutôt que de mettre uniquement des verrous. Mais aussi, il faut préciser les choses. Et nous l'avons dit tout à l'heure, la proposition de modifier l'article 6 est pour nous important. Important parce qu'il faut distinguer les affections évolutives ou fixées. Et là, c'est effectivement deux questions très différentes. La personne qui subit un lourd handicap non évolutif doit être aussi bien prise en compte que la personne qui va avoir une affection évolutive à plus ou moins long terme. Et ça, me semble-t-il, effectivement, je crois qu'il faut le préciser. La notion d'observatoire, oui, là, nous y sommes évidemment très, très favorables. Je pense que c'est la meilleure formule pour effectivement observer éventuellement les carences, les oublis ou les imperfections de la loi, et en tout cas ses résultats. Enfin, moi, j'aimerais revenir aussi sur les maisons d'accompagnement. Très belle solution. On a l'exemple des unités de soins palliatifs et de leur inégalité territoriale. Alors moi, j'aimerais quand même savoir qui va financer tout ça. Est-ce que c'est du ressort des collectivités territoriales ou pas? On connaît déjà les difficultés des départements à financer un certain nombre de choses. Et on aimerait effectivement qu'elle soit rattachée à un établissement sanitaire public et non pas à du privé lucratif. Et ça, c'est aussi une grande question que devrait préciser la loi. Parce que moi, je veux bien qu'on crée tout un tas de choses, mais en même temps, aujourd'hui, il y a une unité de soins palliatifs publique qui vient de fermer dans les Yvelines, c'est la dernière, publique. Il reste 2 unités de soins palliatifs privées. Voilà, donc c'est simplement un exemple, mais avant de parler effectivement de maisons d'accompagnement, et là encore, je trouve que c'est vraiment une très belle innovation, il faut aussi parler des moyens financiers que l'on accorde à ces maisons d'accompagnement et effectivement, qui finance quoi. Et là, et à quoi sont rattachées ces maisons d'accompagnement. Encore une fois, je dis, on n'est pas contre, hein.
Au contraire, on y est très favorable. Mais derrière, ça pose quand même un certain nombre de questions. Pour répondre à la vérité des termes à utiliser, se confronter aux mots, c'est une réelle difficulté. Préciser les mots, c'est une réelle difficulté. Et on se trouve là, même si on l'approche au maximum, on va se trouver un petit peu comme quand on est face à une personne et qui demande une aide à mourir. On va se trouver chaque fois devant un cas particulier. Et travailler sur le mot, ça nous apprend à affronter ça. Et ça évite de brandir des mots comme la dignité ou la laïcité, mais d'être au cas par cas. Et de pouvoir tenir sur un fil du rasoir qui est entre deux biens et deux mots, et il faut trouver la solution la meilleure, la plus humaine, la plus dans l'humanitude qu'il faut respecter. Et pour ça, au droit humain, même si nous ne sommes pas tous d'accord, nous sommes d'accord pour avancer dans cette loi et dans ce projet. Et nous sommes d'accord pour être vigilants à préciser et à aider à ce qu'il soit le plus juste possible pour un maximum. Je sais qu'a été évoquée l'idée de fraternité en donnant la mort. Je crois que ce qui me semble important, c'est que dans la relation, il peut y avoir des choses possibles. Ensuite, par rapport à la collégialité, je crois qu'elle est importante. Décider seul, c'est difficile. C'est important qu'il y ait la collégialité à un certain moment. Il a été posé une question sur les durées. Je crois que on s'est questionné pourquoi il y avait eu 2, 15 jours et 3 mois selon les endroits. On n'a pas compris, mais on s'est dit que c'était à revoir et que dans l'évaluation, s'il y avait une inadéquation, ça apparaîtrait. Mais que là, on n'allait pas faire remonter ça. Quant à la question sur le discernement, c'est compliqué. Mais ce qui est important, c'est d'être à l'écoute de la volonté qui peut s'exprimer même dans l'endroit le plus démuni. Et que ça demande du temps, ça demande des moyens. Et je rejoins la question que posait notre grand maître du financement. Il faut avoir du temps. Oui, merci. Je passe la parole. Oui, monsieur, je suis désolée. J'en ai plus. À monsieur Tréchard pour les 5 dernières minutes. Oui, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les parlementaires. Alors, d'abord, ce que je voudrais dire, puisque c'est les dernières minutes, c'est que cette loi est une loi de progrès par rapport aux autres lois précédentes. C'est-à-dire que je crois que le fait de légiférer à nouveau ne doit pas se faire au détriment ou en piétinant ou en maltraitant ce qui a été fait dans le passé. Nous, les francs-maçons, on est attachés au travail itératif, au progrès, ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, tailler la pierre, améliorer nos plans. Je crois que vous êtes amenés à améliorer les dispositifs, le dispositif, et amenés à légiférer pour donner un droit nouveau aux citoyennes et aux citoyens, celui de l'aide à mourir. Je comprends l'idée de vouloir nommer les choses. L'euthanasie, d'ailleurs, vous connaissez l'étymologie grecque, ça veut dire la mort douce. Alors, je crois que si on peut se mettre d'accord, et d'ailleurs, mort douce qui n'est pas forcément donnée par un tiers, qui peut être celle que je souhaite, par exemple, à ma grand-mère de 102 ans, si elle devait s'endormir paisiblement pendant la nuit. Je reviens sur la liberté absolue de conscience. Monsieur le parlementaire, vous m'avez interrogé. Le Grand Orient de France est évidemment très attaché
à la possibilité d'exercice de la clause de conscience par les professions médicales. Comme c'est d'ailleurs le cas, il y a une double clause de conscience en réalité, notamment lorsqu'on pense au dispositif de la loi Veil, c'est-à-dire qu'il y a une clause de conscience générale et il y a une clause de conscience renforcée qui a été renforcée en 1975 au moment de l'adoption de la loi Veil. Donc évidemment, de la même manière, nous, ces dispositions nous vont bien. Nous qui sommes attachés à la liberté absolue de conscience, eh bien, on la veut également pour le personnel médical. Deuxième sujet, vous avez évoqué la fraternité. Oui, moi j'assume le fait que de pouvoir aider nos citoyens aider nos proches à partir pour leur éviter de la souffrance, c'est un acte de fraternité. C'est un acte de fraternité de la République. Et là encore, je crois que c'est un acte qui est d'ailleurs très attendu par nos concitoyens. Enfin, permettez-moi de vous parler, de revenir sur le sujet du discernement et de vous renvoyer à l'article que vous connaissez par cœur, évidemment, L11-1 du Code de la justice pénale des mineurs, qui dit en substance, enfin pas qu'en substance, que les mineurs de moins de 13 ans sont présumés ne pas être capables de discernement, les mineurs âgés d'au moins 13 ans sont présumés être capables de discernement. Et que lorsqu'ils sont capables de discernement, les mineurs, au sens de l'article 388 du Code civil, peuvent être pénalement responsables des crimes. Donc moi, je vous renvoie au corpus existant, évidemment, parce que ce qui serait valable d'un côté doit l'être de l'autre. Et donc je crois que l'évaluation du discernement doit pouvoir être effectuée par des professionnels de santé, évidemment, parce que nous sommes très attachés, nous, à ce que, évidemment, tout le corps médical soit respecté, parce que monsieur le parlementaire faisait référence aux inquiétudes du corps médical, elles sont réelles. C'est plutôt des inquiétudes que de l'opposition franche, parce que je crois qu'ils ont besoin d'être accompagnés, d'avoir plus de moyens, d'être mieux considérés dans notre société. C'est quelque chose d'essentiel. Et je crois que cette loi peut permettre justement, avec l'alliance entre ce nouveau droit d'aide à mourir et le renforcement des soins palliatifs, doit permettre de créer un écosystème qui soit favorable à la fois aux patients et aux médecins. Enfin, sur les verrous, je mets simplement en garde, j'entends ce que dit mon frère de la Grande Loge de France, mais je mets simplement en garde du trop de verrous, parce qu'il y a des pays où, à force de mettre trop de verrous, je pense à l'Espagne, ben finalement, la loi, elle arrive à ne produire rien, c'est-à-dire à ne pas servir les desseins qui ont été les buts du législateur. Donc, il faut que ça soit des verrous, mais des verrous justes. L'idée, c'est pas non plus de blinder la porte pour qu'ensuite elle ne soit pas ouverte. Parce que, et là, je terminerai ainsi, je réaffirme que pour le Grand Orient de France, c'est une loi de laïcité, c'est une loi d'émancipation des hommes et des femmes de tout dogme. Et le dogme, ça a une signification. Ça a une signification qui, pour nous, évidemment, elle peut être politique, mais elle est surtout religieuse. Et les religions elles-mêmes affirment leur dogme et leur doctrine. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'ai dit. Merci.